je ne sais pas dans quel ordre, on dirait. Je me présente très très rapidement, parce que j'ai une double casquette. Effectivement. Alors le micro plus proche. Ouais. Non, en fait, il faut vraiment le coller à la bouche. Ouais. Comme ça? Ouais. C'est un micro. Donc Solidatech en fait propose des accompagnements au numérique par les formations et aussi en fait des outils et des logiciels à tarif solidaire. Moi je viens là plus pour la formation. Et l'idée c'est de dire qu'effectivement quand on prend des outils en main, qu'ils soient libres ou pas libres, il faut réfléchir d'abord sur les usages. Et donc c'est à ce niveau-là que moi j'ai trouvé les débats intéressants parce que à chaque fois quand on se pose de la question libre, pas libre, ou est-ce que ça facilite ou empêche la gouvernance, etc. Il y a toujours une question d'usage avant de parler d'outils. Et donc, dans le cadre de Solidatech, effectivement, on fait des accompagnements. Je pensais à une association tout à l'heure qui disait oui, mais nous, on est deux, on ne peut pas aller à des formations qui durent hyper longtemps, qui sont hyper chères, etc. C'est d'essayer de se faire accompagner dans son projet associatif et un petit peu dans le numérique. Et puis moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'était dans les sujets au départ. Et pour moi, le numérique, avant de parler de communication digitale pour améliorer son impact en tant qu'association, il y a aussi comment est-ce que ça peut nous aider à collaborer. Et donc dans ce cadre-là, on peut essayer de dire que bah oui, ça peut aider quand on est éloigné à gérer certaines choses à distance qui seraient très coûteuses en termes de temps et en termes d'énergie pour les acteurs associatifs, mais toujours avoir pour les choses vraiment importantes des espaces physiques de rencontre. Donc voilà, c'est pas. Je ne sais pas si je réponds à peu près à ce que. Peut-être un mot sur AnimaCup. Oui, AnimaCup, je ne vais pas faire ce tour. Non, c'est une formation en fait qui s'adresse pas que aux associations, mais c'est une formation en fait à l'animation de réseau et de projets collaboratifs qui a un volet usage et méthode, mais pas que numérique, un volet numérique, donc avec des outils numériques qui peuvent être libres ou non libres. On est plutôt sur du libre a priori, mais l'idée c'est de répondre un peu à tous les besoins, et avec une dimension politique qui est de créer du commun, et donc de faire que tous les contenus qui sont produits en amont de la formation et après la formation soient ouverts à tous et communs. Donc ça c'est aussi ce que peut permettre le numérique. Merci, on va poursuivre le temps de présentation, je reviendrai vers vous avec des questions après. Pierre, peut-être alors un mot sur la démarche d'AnimaFac, parce qu'en fait normalement AnimaFac s'adresse à un public qui n'est pas dans l'exclusion numérique. On a parlé des publics, de ces personnes âgées qui ne savent pas du tout se servir de l'internet, etc. Bon, on pourrait se dire que chez AnimaFac c'est naturel dans vos assos et qu'il n'y a pas besoin d'accompagnement en particulier, mais il semblerait que ce ne soit pas exactement la démarche que choisit AnimaFac. Ouais. Il faut faire attention déjà aux mythes qu'il peut y avoir sur les digital natives qui seraient nés avec Internet et maîtrisent naturellement. C'est vrai que chez les étudiants, on est sur un public qui est de base plus connecté et d'après le baromètre du numérique, quasiment 100% des étudiants ont une connexion Internet et un appareil qui permet de s'y connecter. Mais il y a une grande différence entre la fracture numérique d'accès et la fracture d'usage. Et c'est vrai que les étudiants ne maîtrisent pas tous avec le même niveau, ils ont aussi besoin d'être formés. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est que les usages des jeunes, ils sont centrés sur quelques utilisations spécifiques, consulter de la vidéo, les réseaux sociaux, etc. Et dans le milieu associatif, c'est pas ce qui va ressortir dans les besoins. Donc on a tout autant besoin de former nos associations sur l'utilisation d'outils collaboratifs, monter des stratégies de communication en ligne, le gérer de gouvernance, ce genre de choses en fait. On part peut-être avec un peu d'avance parce qu'il n'y a pas besoin de les former sur l'utilisation de la souris ou des choses comme ça. Ce qu'on voit dans certaines associations. Mais en tout cas, il y a clairement un besoin de formation et d'accompagnement derrière. Surtout, comme ça a été dit avant, la formation, c'est pas que l'utilisation, c'est toute la stratégie qui va avec. Et là, il y a un vrai besoin. Et je voulais rebondir sur la question des usages. Je suis assez d'accord, en fait, qu'on a beaucoup parlé des enjeux là, pendant le débat. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était compliqué d'aller frontalement parler de ces enjeux-là à nos associations parce qu'elles avaient un besoin, une angoisse sur quel logiciel je vais pouvoir utiliser. Et que du coup, on est obligé de commencer par former aux usages, faire découvrir des logiciels, et derrière ça, une fois qu'on les a rassurés, on peut en profiter pour glisser des questions sur le logiciel libre, les enjeux, la centralisation, mais c'est compliqué d'attaquer frontalement avec ça. Avec les enjeux globaux du numérique, c'est ça?
Magnifique transition, Pascal. Voilà. Moi, si j'ai bien compris, les séminaires ont décidé d'aborder l'enjeu de front et développer un projet assez ambitieux autour du livre. C'est intéressant parce que la dernière question autour du livre montrait que tout le monde était quand même assez intéressé, mais en même temps un peu perplexe sur la façon dont on s'en saisit. Donc voilà, une expérience. Donc ma mission est nommée Libre et Éducation Nouvelle, donc ça pose clairement les choses. Et l'idée pour une association comme les CMA, ça a été de cesser d'avoir, de tenter, parce que c'est pas complètement gagné encore, mais de tenter de cesser d'avoir une approche technique du numérique, mais d'en avoir une approche politique. Parce que pour le coup, il est clairement politique, on a un peu parlé là, mais il y a des enjeux politiques forts, et notamment autour de la liberté des outils qu'on utilise. Alors le truc, c'est pas forcément de savoir s'il est mieux ou pas mieux, et j'étais du côté ils sont forcément mieux parce qu'ils sont libres. Peut-être qu'ils sont plus moches, peut-être qu'ils font pas un ou deux trucs, et encore c'est à vérifier franchement, mais ils ont un énorme avantage. C'est qu'ils sont, on peut les utiliser sans restriction, on peut les partager, c'est quand même pas rien. Là, on parle de cohésion sociale. Si j'utilise un logiciel, et c'est exactement ce qu'on fait là en ce moment au CMA, et que quelqu'un dans la salle trouve qu'il est vachement intéressant, je peux lui refiler légalement et il peut l'utiliser. On est vraiment dans une autre approche des relations sociales que le logiciel propriétaire ou bien appelé privateur, parce qu'il nous prive de tout un tas de libertés, où là je n'ai pas le droit de le partager. On m'interdit de le partager. Voilà, il y a tous ces aspects-là. Je ne vous refais pas la définition du logiciel libre, mais quand je parlais aussi de politique, il y a le fait que, alors ça n'a pas du tout été évoqué là, pendant le débat, il y a une quinzaine d'années, alors ça fait une vingtaine d'années que je traîne aussi dans le milieu du livre, et on va dire qu'il y a une quinzaine d'années, quand on a tiré l'attention de tout le monde en disant qu'il y a un truc qui ne va pas dans le logiciel propriétaire, vous ne savez pas ce que ça fait, on suppose que ça fait des trucs pas clean, que quand vous faites une mise à jour de votre Windows, il ne fait pas qu'une mise à jour, etc. Alors on passait pour des grands parano. Puis petit à petit, des choses ont été découvertes. Il y a eu Snowden qui, pour le coup, a rendu tout ça public, et on sait donc maintenant, tous, normalement, que quand on continue à utiliser ce type de logiciel, on s'expose à vos données, vos données perso, vos usages, enfin, tout ce qu'il y a dans votre ordinateur, donc votre vie, parce que votre vie passe par votre ordinateur, est utilisée par des entreprises commerciales, par des services secrets, etc. Et on continue, nulle part ailleurs, on ferait ce genre de choses. On est tous assez mouvoirs, comme Monsanto nous fait des graines OGM et refuse qu'ensuite on puisse les replanter, mais dans notre usage quotidien, on a ça tranquillement et on continue de l'utiliser. Et je vous passe tous les scandales Facebook et autres qui ne cessent de rejaillir en permanence. Donc partant de ce principe-là, l'idée c'est de se dire, d'une part, comment est-ce que dans les approches qu'il peut y avoir, souvent on est dans l'éducation critique aux médias, c'est attention, Facebook ça présente tel et tel danger, Google présente tel et tel danger, donc c'est bien d'attirer l'attention sur les dangers, mais et donc je fais comment et je fais quoi. Or, il y a des solutions qui sont plus ou moins simples d'appropriation. Donc ça fait aussi des années qu'on travaille, qu'on intervient avec notamment Framasoft, c'est une des plus connues, quand Framasoft a décidé de faire des googlisons internet, l'idée c'était bien de dire ok, on prend ces services, on vous montre que c'est possible. Ce que tout le monde a juste oublié, c'est que l'idée de Frama, c'était de se dire on vous montre qu'ils existent, quand vous les faites fonctionner, vous pouvez y accéder gratuitement, mais si vous en avez la possibilité, et pour le coup les CMA ont cette possibilité, d'autres assos ont eux aussi cette possibilité, c'est installez-les et faites-les fonctionner pour vous, arrêtez de bouffer nos serveurs, on ne peut pas redevenir le nouveau Google. Donc c'est voilà, le projet, ça a été de se dire comment est-ce qu'on accompagne ça, comment est-ce qu'on explique ça, comment est-ce qu'on fait prendre conscience à tout le monde que ça ne peut pas durer comme ça,
le Stallman, qui est le fondateur de la licence libre, la licence General Public License, dit régulièrement, et depuis les années 2000, qu'il faut absolument qu'on se préoccupe de notre liberté numérique, non pas qu'elle soit plus importante que les autres, mais comme toutes nos libertés passent par celle-là, c'est celle-là qu'il faut protéger d'abord. Or, voilà, dans le monde dans lequel on vit, on s'en préserve peu. Donc c'est comment on accompagne les associations à ce changement, et puis comment est-ce qu'on montre aussi l'exemple, j'ai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais voilà, les CNR avaient besoin d'un logiciel, ne voulaient plus mettre leur mail chez Gmail parce que quand on met nos mails là-bas, ils sont évidemment lus, c'est pas le temps que c'est lu, mais analysés, etc. Enfin, on alimente la lettre. Pareil pour les agendas, pareil pour nos documents qu'on partage, on parle de la gouvernance associative et autres. Donc on a repéré tous les besoins, pour le coup, avec les CNR, on a regardé ce qui existait, on n'a pas trouvé exactement ce qu'on voulait, mais il y avait des logiciels qui étaient disponibles. On a développé une tête de logiciels qui cause à l'ensemble de ces logiciels-là, ce qui fait que voilà, on a l'outil intégré, j'en parlerai plus si nécessaire. Et évidemment, on l'a développé en libre, maintenant n'importe quel réseau qui le prend, se l'installe, on peut aider à l'installer, on peut accompagner aux usages, parce que pour le coup c'est aussi des usages. Et puis, pour finir, on y reviendra peut-être, on est convaincu de la nécessité de décentraliser l'Internet. Ce qui ne va pas dans l'Internet dans lequel on utilise en ce moment, c'est que l'Internet, ce sont des silos, il y a des silos des GAFAM, Google, Amazon, Facebook et autres, et toutes nos données sont là-bas. En fait, ça peut être le réseau des réseaux, et finalement, si vous regardez un schéma de ce qui se passe, c'est que tout va là-bas, et ensuite repart. Donc c'est comment à un moment donné, si vous avez déjà entendu parler des chatons de Framasoft, le collectif des hébergeurs associatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, chatons. L'idée, c'est de recréer du lien social en faisant en sorte que tous ceux qui peuvent héberger hébergent en proximité, et les services qui ont été développés par les CNR pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent être à disposition des associations ou de qui le voudra dans des espaces décentralisés pour qu'on regagne notre autonomie sur j'essaie de faire quoi. Et puis on y reviendra, je pense. Un beau plaidoyer pour le libre et un bel exemple de tête de réseau qui s'empare d'un sujet. Et justement, alors Célia, Pierre, est-ce que cette question, dans votre rôle d'accompagnateur, est-ce que cette question notamment de la protection des données, de la propriété, ce type de choses, c'est une préoccupation que vous sentez dans les associations, d'une façon ou d'une autre? Bon, les réponses peuvent être audibles, mais il peut y avoir aussi d'autres aspects. Est-ce que de votre point de vue, c'est un sujet de préoccupation qui est sensible aujourd'hui? Alors, pour moi, oui, de plus en plus. En tout cas, c'est un sujet qui nous a de plus en plus remonté par les associations, déjà à cause des différents scandales qu'il y a pu y avoir ces dernières années, à cause du RGPD qui a fait paniquer pas mal de monde aussi récemment. Après, ça dépend en fait beaucoup, je pense, des types de structures. Sur des petites associations, dans notre cas sur un campus avec quelques bénévoles, on est sur la question de comment on peut être opérationnel, comment on peut réussir à développer son projet. Et ces questions-là d'enjeu, elles vont tendance à revenir plus tard. Sur des associations plus larges, on se les pose beaucoup plus. Après, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le libre, je suis assez libriste d'un point de vue personnel, et même chez AnimaFac, on héberge des logiciels libres, on contribue, on fait partie du collectif Chaton. Mais je pense qu'on a aussi envie que les associations elles fassent ce cheminement un peu elles-mêmes et de leur donner les éléments pour le faire. Parce que évidemment une association qui part de rien, c'est facile de lui conseiller d'emblée des outils libres. Mais une association qui utilise déjà des logiciels propriétaires et qui a plein d'autres enjeux à régler sur sa gouvernance, sa communication, c'est pas forcément prioritaire pour elle de passer au libre. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est donner les éléments, c'est expliquer les modèles économiques. Oui, tel logiciel, il est gratuit parce qu'il est financé avec de la publicité ciblée. Celui-là, il est gratuit parce qu'il est financé avec des dons et qu'il est libre. Expliquer ces choses-là, présenter systématiquement des alternatives. Ça, dans chacun de nos outils, de nos formations, on va présenter des alternatives libres, mais c'est après aux associations de choisir qu'est-ce qui correspond à leurs valeurs et de faire ce chemin-là et de s'en emparer.
de la même manière que sur les autres sujets, hein, l'agriculture biologique, le circuit court, il y a plein d'autres sujets où on donne les billes aux associations et après elles s'en emparent ou pas en fonction de leurs priorités. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Les assos font pas de l'agriculture, alors que la plupart non. font du numérique. Enfin, non, mais sur des associations qui organisent un événement, on va leur expliquer pourquoi on pense que c'est mieux d'avoir de la nourriture bio, par exemple. Et après, il y en a qui vont l'appliquer, il y en a pour qui ça va pas être la priorité, mais on ne va pas imposer ces choses-là. Après, on a un réseau très décentralisé, et on n'est pas dans cette logique-là, mais on applique la même chose au numérique, de vraiment donner les éléments et leur permettre de choisir en connaissance de cause. Parce que souvent, il y a une grande méconnaissance, et rien que le fait d'expliquer, ça fait changer les mentalités. Du coup, tu as déjà dit pas mal de choses que j'allais dire, mais c'est pas grave, c'est bien, comme ça je vais m'en parler. Non, je pense qu'il y a sur cette notion du libre, je vais répondre à deux choses, le libre et puis aussi la notion de protection des données. Sur la notion du libre, je pense qu'il y a vraiment une éducation au libre à faire auprès des associations, parce que moi, quand je vais dans des accompagnements, ou dans le cadre de Solidatech ou même d'Animacom, c'est le libre, c'est gratuit. Et déjà, non, il y a plein de trucs gratuits qui ne sont pas libres. Et le libre, il y a des gens qui bossent derrière. Il faut qu'il y ait un modèle économique pour que le libre, justement, soit une alternative. Et donc, c'est vraiment beaucoup d'acculturation. Et puis après, je rejoins ce que tu disais, c'est que, effectivement, ce qui est important, c'est d'agir en connaissance et donc de pouvoir proposer des alternatives sur chaque usage et dire, là, oui, je vais aller sur du libre parce que, pour moi, c'est un outil convivial, c'est-à-dire que ça me permet d'augmenter mes capacités sans m'aliéner. Et puis je peux le faire, et puis là je peux pas le faire parce que pour des raisons de travail avec des partenaires, il faut que je sois sur du non libre. Mais je sais ce que je fais quand je vais sur une solution qui n'est pas libre. Et pour revenir sur le RGPD, nous pour le coup Solidatech, on est à Anne pour faire des formations RGPD depuis un moment, et on ne voulait pas en faire parce qu'en fait il n'y avait que des gens qui surfaient là-dessus pour se faire de l'argent, et donc qui cherchaient à vendre des solutions RGPD derrière. Et donc on a enfin trouvé quelqu'un pour l'instant, puis d'autres acteurs petit à petit, puisque maintenant ils se certifient RGPD, donc les gens sont certifiés. Et donc là on a trouvé quelqu'un qui est aussi chercheuse en données, et pour elle la donnée doit permettre de réinvestir le territoire. Et donc l'idée c'est de dire que le RGPD effectivement c'est une contrainte et ça fait un peu flipper les notions, mais c'est aussi une opportunité formidable de pouvoir à nouveau se poser la question de prendre soin de ces données. Et prendre soin de ces données, c'est aussi savoir mieux communiquer sur son association aux bonnes personnes, mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. Donc c'est vraiment un bon moment pour se poser sur son organisation et ses processus. Et là, c'est au-delà du numérique, mais derrière, il y a les données, mais il n'y a pas que les données numériques. Et même dans des structures, moi je reviens de structures avec des données hyper sensibles, et je ne vous dis pas... Et du coup, c'est une opportunité. Interroger la stratégie de l'association, ce qui a pu être dit d'ailleurs tout à l'heure. Peut-être que déjà s'il y a quelques questions, on peut passer. Voilà ça. Ça fait peur un peu. Non mais je crois qu'on a parlé beaucoup de RGPD mais que personne n'a pris le temps de décider ce que ça voulait dire RGPD et en quoi ça consistait, mais je suis sûr que Pierre, Célia ou Pascal sont capables de le faire. C'est ton rôle d'habitude. Non, exactement, je te laisse la vraie galante essayer. Vous expliquez tout le RGPD là? Non, mais ce que c'est, non mais depuis il y a des gens qui font des grimaces, mais D'accord, RGPD en fait, c'est pas le forcément règlement général sur la protection des données. C'est ça, il y a un règlement européen qui remplace les réglementations précédentes nationales sur ce qu'on a le droit de faire ou pas avec les données qu'on collecte, en très gros. Qui concerne évidemment les associations qui ont donc, toutes les associations qui collectent des données, c'est-à-dire la plupart d'entre elles, qui ont aujourd'hui un certain nombre d'obligations quant au traitement de ces données, à leur conservation, etc. Vous êtes tous au courant du RGPD? Vous êtes tous Qui n'est pas au courant du RGPD? C'est génial. Ah bah voilà. Donc, il nous faut effectivement des formations avec des gens qui ne cherchent pas juste à se faire de l'argent sur le RGPD. Il y a eu quelques... Alors on a sur notre site encore, je crois, une vidéo sur le sujet. Voilà, sur le site du mouvement CETI, vous pouvez trouver une courte vidéo.
gratuite évidemment. Enfin, il y a un modèle économique. Enfin bref. Et une foire aux questions. Malheureusement, j'ai des gens qui me soufflent dans la salle, se retrouvent sur notre site. Il y a une foire aux questions sur le RGPD, une petite vidéo qui explique en gros ce qu'il faut faire. Après, la CNIL a fait tout un tas de documents assez détaillés sur la question. Et voilà. Bon, donc, pas de questions globalement. Moi, du coup, moi j'en ai une, un coup de bol, mais bon, on va en trouver d'autres, je suis sûre, au fur et à mesure. Parce qu'on a parlé de la cohésion sociale. Bon, les uns et les autres étaient assez dispersés sur la question. Moi, je me demande, je ne sais pas si vous allez pouvoir commenter ça, mais est-ce que vous pensez que les associations ont un rôle, je vous là-dedans, à s'emparer du numérique pour en faire un outil de cohésion sociale? Et dans ces cas-là, comment fait-on? Alors, Pascal a apporté un début de réponse, me semble-t-il. Le livre, c'est un enjeu de société, donc c'est effectivement un élément de réponse. Moi, je pense aussi à des associations qui peuvent agir sur la question de la fracture numérique et de l'exclusion, mais au-delà, est-ce qu'on a un enjeu collectif à faire du numérique un vrai sujet de société, et les associations pouvant chacune d'entre elles dans leur champ finalement l'utiliser dans ce sens-là et pas juste comme un outil, enfin, ne pas forcément le percevoir comme un outil? Oui. Pour le l'idée, en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, je souscris à tout ce qui a été dit sur la réflexion des usages, etc. Mais c'est aussi permettre à chacun de prendre conscience qu'on n'est pas obligé de subir le numérique. Pour l'instant, on le subit, c'est-à-dire qu'on vient de traverser une période technico-jubilatoire où, de toute façon, à partir du moment où c'est numérique, c'est juste génial. Et on fout n'importe quoi dans les pattes, et d'un seul coup on en a besoin, et on ne sait pas forcément, donc peu importe les moyens. Maintenant on commence à savoir un peu ce qui se passe derrière, donc chacun va pouvoir faire ses choix. C'est ça qui nous intéresse, hein, c'est quel choix on est capable de faire. Et typiquement, pour illustrer ce que ça peut amener en termes de lien social, en tout cas nous c'est ce qui nous anime et ce qui nous intéresse énormément. Je vais juste prendre deux exemples. Si on prend l'exemple des chatons, souvent les associations nous demandent ok, mais ok, d'accord, Gmail c'est pas bien, c'est compliqué, etc. Où est-ce que je peux me créer une adresse mail? Oui, où est-ce qu'on peut se créer une adresse mail? Si on arrive à multiplier suffisamment l'exemple des chatons, ça peut être assez simple. Il y a déjà plein de chatons qui proposent d'héberger votre adresse mail, mais dans l'idéal, ça serait que par ville, par quartier, que des associations s'y collent, et idéalement des associations d'éducation populaire et des associations du libre. Pour fréquenter les deux, dans les associations de lirisme, souvent des geeks qui sont limite asociaux, et quand ils parlent, on a juste envie de partir en courant, alors qu'ils font des trucs géniaux. Et inversement, du côté de l'éducation populaire, parfois on a du mal à comprendre exactement ce qui se passe. Pour le coup, faire en sorte que les deux, à un moment donné, soient là, et que votre adresse mail elle soit hébergée dans un serveur, que vous puissiez presque savoir où il est, ce serveur, et qu'il n'y ait pas un numéro surtaxé. Et encore, chez Gmail, on peut même appeler personne quand ça ne marche pas, ou quand on a un souci. Mais pour le coup, de pouvoir rencontrer physiquement la personne qui héberge votre mail, qui va pouvoir vous expliquer pourquoi ça ne marchait pas hier, ou pourquoi vous avez eu tel problème, ou comment vous pouvez vous y prendre pour créer une nouvelle adresse, etc. Là, pour le coup, on est bien sur du numérique, mais on recrée du lien social parce qu'on va avoir un rapport humain, on réintroduit un rapport humain. On peut ramener ça à une dimension humaine. C'était un premier exemple. Le second, et je fais court, moi je parle de médias sociaux, pas de réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ils existent, les réseaux ils peuvent exister sans les réseaux sociaux. Il y a des médias sociaux libres qui existent. Si vous êtes adepte de Twitter, sachez qu'à côté de Twitter, il existe Mastodon, il y a certes moins de monde dessus, mais c'est à peu près la même chose. On a droit à 500 sites. Ouais, il y a un peu moins de monde dessus, mais on est quand même en un an et demi, ça dépasse les 2 millions de personnes, donc ça commence à être une taille assez raisonnable. Ça fonctionne de la même façon. Le principe est le même que Twitter, sauf qu'on ne tweete pas, on tweet. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure.
c'est pas du tout, c'est pas Monsieur Twitter qui va décider de ce qu'on peut tweeter ou ne pas tweeter. Et quand on parlait tout à l'heure de l'agressivité et autres, ce Mastodon, qui est juste un logiciel, en fait fonctionne de façon fédérée. C'est-à-dire que vous vous inscrivez à une instance de Mastodon, qui peut être celle de Framasoft, qui peut être celle de CMEA, qui peut être celle que vous voulez. En fait, il y a plein d'instances dans le monde, mais qui se causent entre elles. Vos données ne sont pas à un endroit et vous ne causez pas qu'à un endroit qui décide de ce qui passe ou ce qui ne passe pas. Vous passez par votre instance qui elle-même cause ou non à d'autres instances. Si vous allez sur l'instance des CMEA, vous n'aurez pas accès aux instances de porno manga japonais parce qu'on a décidé collectivement qu'on n'y allait pas, on ne se fédérait pas à ces instances-là. Donc il n'y a pas accès. Si vous voulez aller sur ce type de site, il y a d'autres instances qui y ont accès. C'est-à-dire que d'un seul coup, on retrouve une gouvernance, pour le coup, de cette instance où on se dit ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. On se fédère à telle autre instance et on ne se fédère pas à telle autre instance. Et sur ce type d'instance, je peux vous assurer que quand il y en a un qui part en vrille, il est très rapidement rappelé à l'ordre par les autres qui peuvent le dégager, parce que pour le coup, il y a des règles dans cette instance et quand on s'inscrit dessus, on contribue. Mais comme on n'est pas 2 milliards, c'est assez simple. Mais quand bien même on serait 2 milliards, les instances, elles ne feront pas 2 milliards. On peut recréer de la taille humaine. Pour le coup, il y a un logiciel libre qui existe, qui permet de faire la même chose qu'on fait sur Twitter, en conservant ses centres d'intérêt, mais qui efface tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors, on en rencontrera d'autres, hein, c'est évident, mais c'est véritablement une autre approche. Et pour le coup, pour en revenir aux logiques de RGPD, etc., vos données, là, pour le coup, vous avez la garantie, en fonction de l'instance que vous aurez choisie, mais vous faites le choix de choisir cette instance où elles ne sont pas utilisées. Si vous allez, j'en cite deux depuis tout à l'heure, si vous allez sur Framapiaf ou si vous allez sur l'instance des CMEA, on n'utilise pas vos données, on se fout de savoir ce qui se passe. La seule règle, c'est la loi. Ce qui est interdit par la loi, c'est pas possible. Le reste, si c'est pas interdit par la loi, parfois, ça devient possible. Mais ça s'autorégule. Voilà des exemples de liens sociaux. Prends la main sur la gouvernance pour faire les règles de l'espace public. Pierre Célia, sur cette question de cohésion sociale, association numérique. Je pense que, pour rebondir, il y a quelque chose d'intéressant aussi à jouer sur la souveraineté des associations en matière de numérique, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation où on utilise majoritairement des outils créés par les GAFAM ou par des startups qui généralement ne relèvent pas de l'économie sociale et solidaire. Et outre les questions libres et pas libres, il y a un peu un problème où on est dépossédé des moyens et des compétences dans les associations, alors que les réseaux associatifs ont quand même construit un certain nombre de savoir-faire en interne sur plein d'autres sujets, et sur le numérique, on tombe toujours dans on ne sait pas faire, on confie à un prestataire, on embauche très peu dans nos structures sur des postes liés au numérique, et du coup, on va se retrouver à être extrêmement dépendant d'autres acteurs, et c'est un vrai marché, hein, clairement, c'est un business aujourd'hui, les startups qui font des logiciels pour les assos. Il y en a des très bien, hein, mais ça pose quand même question. Et je pense qu'il y a un rôle, d'une part pour les têtes de réseau nationales, de mettre en commun éventuellement des compétences, de l'argent ou autre pour développer des logiciels qui soient faits par les associations, pour les associations, et qu'après il y a un rôle au niveau plus local pour adapter aux besoins des bénéficiaires et se retrouver avec vraiment des outils qui correspondent réellement aux besoins, et pas un Google Drive qui est le même pour absolument tout le monde et qui n'est pas du tout personnalisable. Et du coup, le logiciel libre, c'est une brique qui permet de répondre à cette question-là, parce qu'on peut l'utiliser pour le personnaliser, pour les besoins de sa structure ou de son réseau. Mais l'autre brique pour moi, c'est aussi celle d'avoir des compétences en interne. Alors évidemment, pas forcément dans chaque petite association, mais dans les réseaux, les fédérations, c'est quelque chose qui manque un peu aujourd'hui et qui met longtemps à se mettre en place. C'est des enjeux de mutualisation, si je comprends pas, il y a un fort enjeu de mutualisation à la fois d'acculturation sans des têtes de réseau, probablement, puis de mutualisation des outils, sûrement. Ouais,
et surtout à plusieurs niveaux, c'est-à-dire quand on parle de mutualisation des outils entre structures, on va penser à l'aspect financier, généralement de mettre de l'argent en commun pour acheter un logiciel, pour le faire développer, et c'est un aspect qui peut être important, mais il y a aussi de la mutualisation de tout ce qui est documentation, trame de formation, etc. Et là, il y a un vrai rôle pour les têtes de réseau à faire circuler ça à l'intérieur des réseaux. Et après, la mutualisation du code, quand on est sur du logiciel libre, ce que font les CNA, ce que font d'autres réseaux, de développer des choses au niveau national parce que c'est là qu'on a les budgets pour le faire, et après de mettre ce code-là à disposition des structures plus locales. Toujours pas de questions, de réaction là-dessus, Denis? On a souvent pointé là, ce soir les difficultés d'approche du libre pour des raisons techniques, méthodologiques, etc. Est-ce que vous pensez que le designer est un chaînon utile justement pour faire ce lien entre l'utilisateur et le concepteur de logiciel ou de plateforme? Alors, il va falloir expliquer le design. C'est ça, mais une deuxième question. C'est une question qui n'a rien à voir. C'est pas grave, on va les prendre à la volée, donc je suis là. Ok, moi je me demandais, parce qu'en fait défendre des logiciels libres, c'est un vrai acte politique aussi, dans un contexte quand même qui est un contexte de marchandisation, d'ubérisation. En fait, j'ai du mal à me rendre compte du poids que cette éthique peut avoir, de où on va aussi. Est-ce qu'en fait c'est comme la parallèle avec le développement durable, on a l'impression qu'il n'y a que des petits acteurs isolés qui bougent les choses, mais juste à l'échelle de leur jardin, de leur village. Et quand on prend du recul, je pense au film Demain de Cilézot, on s'aperçoit qu'avant, en fait, il y a des villes entières, il y a des choses qui se passent à l'échelle mondiale où ça bouge vraiment et on prend vraiment mesure des choses. Et j'ai du mal du coup à voir comment ça avance sur cette question du numérique et éthique. Alors, quel d'entre vous se lance? Oui, il y a besoin de designers ou autres. La grosse difficulté qu'on va rencontrer, alors designer c'est juste très souvent, mais ça a été, c'est de moins en moins vrai, mais ça reste vrai par endroits, en gros dans la représentation que plein de gens, et dont les fabricants de logiciels propriétaires ont bien aidé à faire passer, c'était le libre, c'est compliqué, ça a été compliqué. C'est moche, c'est vrai, il y a des moments c'est moche, et puis c'est pas stable. C'est aussi ce qu'on entend assez souvent. Bon, pour info, Internet, en gros, repose à 98%, allez 90% si on veut être large sur du libre. Si vous avez autre chose qu'un iPhone dans la poche, vous utilisez du Linux. Si vous utilisez VLC, c'est du libre. Si vous utilisez Firefox, c'est du libre. Si vous avez une box à la maison, elle est en libre. C'est du Linux qui tourne dedans. Donc en fait, on utilise tous du libre. Il y a la complexité d'avoir accès. Effectivement, moi, ça fait 20 ans que j'utilise plus de logiciel Microsoft. Quand je me retrouve sous Word, je suis perdu. Je trouve ça moche et mal foutu. Et j'ai tendance à dire, mais putain, ça fait pas ça. En fait, si, ça le fait, mais c'est pas au même endroit que LibreOffice. Et pourtant, là, on parle de logiciels dans lesquels il y a de l'argent qui est injecté et qui sont plutôt. Il va falloir qu'on réapprenne, si on veut se libérer de toutes ces entreprises, à payer. On ne s'en rend pas compte, parce que quand on achète un ordi, on ne se rend pas compte qu'on paye Windows. Quand on utilise un téléphone Android, on ne se rend pas compte qu'on paye Google avec nos données. Mais on ne paye pas comme ça. Un des exemples types, il suffirait qu'il y ait un tout petit peu d'argent. Soit il y a des fondations derrière les logiciels libres, auquel cas ça tourne, il n'y a pas de souci. Firefox en est un exemple, LibreOffice en est un autre. Pour prendre l'exemple, Peertube, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Peertube, j'espère que vous entendrez, si vous n'en avez pas entendu parler, j'espère que vous en entendrez parler, c'est la dernière folie de Framasoft qui était, puisqu'ils ont décidé de remplacer tous les services faits par Google et consorts, le dernier c'est YouTube, donc on va remplacer YouTube.
c'est de la folie. Personne ne peut remplacer YouTube. Enfin, en tout cas, personne n'a la capacité d'héberger des milliards de vidéos, de stocker tout ça. Personne n'est capable de faire ça. Mais si on reprend ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on s'en fout. Si on fédère, on peut tout à fait le faire. Et l'idée de Peertube, c'est exactement ça. C'est un logiciel qui est capable, c'est pas qu'il va être capable, il est capable de... si moi j'installe un Peertube sur mon serveur et que donc mes vidéos deviennent disponibles pour tous ceux qui vont aller se connecter sur un Peertube, et on se refile les vidéos les uns les autres. Donc on peut héberger des milliards, encore plus que Google, il n'y a pas de souci, puisqu'on peut avoir des milliards de logiciels. Ce logiciel a développé, Framasoft a fait un appel à nous, ça a coûté 60 000 euros. 60 000 euros pour faire l'équivalent de YouTube. Et là, pour le coup, il y a une ergonomie, ils ont eu l'argent pour le faire. Donc c'est comment, à un moment donné, nous, on accepte de se dire, quand vous allez sur Framasoft et qu'ils vous disent est-ce que vous avez fait un don, quand vous allez sur certains sites où on vous dit payer un café aux développeurs, c'est vraiment ça. Enfin, pour le coup, soit il y a une structure derrière, soit c'est juste des gens qui le développent bénévolement. Et pour que ça soit, et pour le coup, les geeks, à partir du moment où ça marche, et tant pis si c'est vert sur fond noir ou autre. C'est l'interface qu'il faut qu'on bosse. Donc oui, il y aurait besoin de design là-dedans, c'est une question d'argent tout simplement. Et si chacun d'entre nous on file 1 euro, c'est pas compliqué, ça coûte pas très très cher, c'est pas si cher que ça. Je suis en train de répondre à la seconde. Du coup, pas forcément parce que sur ce sujet-là, parce que tu en as bien parlé, moi j'avais envie de revenir un petit peu sur la gouvernance et sur qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil en tant qu'association, mais comment, pour moi, un des rôles des associations, et notamment des têtes de réseau et des associations qui peuvent être un petit peu partout dans le territoire, c'est d'être capable d'animer. Donc il y a eu plein de choses qui ont été faites avec l'éducation populaire. Et aujourd'hui, en fait, c'est comment est-ce qu'on accompagne les associations pour avoir toujours cette capacité d'animation, pour augmenter avec le numérique et pas inhibé par le numérique pour des questions d'acculturation et de formation. Mais parce qu'effectivement, le numérique, ça peut faire gagner du temps, ça peut faire que moi, je connais par exemple une animatrice régionale chez Emmaüs. Elle passe sa vie dans les transports pour passer 1 heure à aller rencontrer des gens. Alors c'est important pour Emmaüs, éthiquement et en termes d'être sur place, mais malgré tout, des fois, une petite visioconférence, ça peut peut-être permettre de se concentrer vraiment sur la mission de l'association. Donc voilà un petit peu. Puis pour revenir sur la mutualisation des ressources, de toute façon, oui, ça c'est un grand enjeu, mais à tous les niveaux. Et nous, quand on fait de l'accompagnement sur des petites associations, là j'avais une association qui accompagne les familles dyslexiques, d'orthographie, etc. Et ils me disent, nous, notre métier c'est d'accueillir les enfants et les familles. Effectivement, moi j'ai besoin de faire de la com parce que je vais être connue pour pouvoir collecter des fonds. Et c'est ça mon métier. Et je ne peux pas prendre quelqu'un, je ne peux pas embaucher quelqu'un. Il faut que j'arrête de prendre des étudiants parce qu'ils me font un truc, ils s'en vont et après je ne sais plus l'utiliser. Donc ils sont vraiment à la recherche, au-delà du mécénat de compétences, mais c'est de pouvoir avoir une ressource localement qui puisse partager sur de la com et de la communication digitale. Moi je ne vois pas trop de choses, enfin t'en parlais, mais je ne vois pas trop de choses qui se mettent en place pour pouvoir, en dehors des réseaux, partager ces ressources. Alors pour répondre sur la question du design, je pense qu'il y a eu aussi un problème pendant très longtemps dans le milieu du livre, et que la critique, le livre c'est moche, elle n'est pas complètement infondée. Parce que c'est pas complètement infondée. Non, mais parce que déjà ça a été longtemps un mouvement porté par des développeurs bénévoles et pas d'autres corps de métier, et le web c'est quand même beaucoup de corps de métier différents, y compris des ergonomes, des designers, etc. Et qui a aussi un peu une idée reçue qui est que le travail d'un designer c'est de rendre ça joli. Et le travail d'un designer c'est de rendre ça utilisable. Et comme on peut le faire pour du design d'objet, pour qu'une chaise elle soit confortable, agréable, etc., un designer d'interface il va rendre ça utilisable. Et ça commence maintenant à avoir des designers qui ont de la place pour s'impliquer dans les projets libres, parce qu'avant on avait vraiment en disant on s'en fiche que ce soit joli, on veut que ce soit éthique. Je caricature un peu, mais on a souvent vu ça. Alors que les startups et les GAFAM à côté ont très rapidement compris l'intérêt
d'avoir des designers dans les équipes, donc les gens aient envie d'utiliser les produits. Et ça commence à bouger très lentement en ligne, mais ça manque encore complètement. Et sur la deuxième question de la visibilité de où on en est, c'est vrai que c'est compliqué parce que y a beaucoup de projets libres qui sont bénévoles principalement. Il commence à y en avoir qui sont portés par des entreprises qui font ce métier, mais sur des projets avec que des développeurs bénévoles, il n'y a pas d'intérêt à faire de la valorisation, à communiquer largement, à montrer ce qu'on fait. Et je pense que Framasoft, pour le coup, a donné un bon exemple en communiquant sur la démarche, comment on en est arrivé là, tout ce qu'on a réussi à faire et qu'est-ce que ça change, et aussi sur du quantitatif, tout simplement, sur on a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, des choses comme ça, pour montrer l'impact que ça peut avoir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Après, un reportage comme demain sur ces questions-là, ça pourrait être intéressant. Avec un peu de chance, à l'issue de cette soirée, on va avoir 15 chatons de plus. Alors, je ne sais pas où ils sont hébergés, mais moi, j'ai tendance à suivre pas mal de MOOC en fait, sur les questions numériques, mais pas que. Et puis, j'étais en formation en CNAM, et aujourd'hui, j'ai poussé un peu CNAM, mais aujourd'hui, sur les MOOC de Fun, tous les échanges en fait, entre les apprenants se font sur du Framapad. Alors, je ne sais pas combien de temps ils les gardent, mais vraiment, il y a du Framapad, il y a des Framateam, donc qui sont l'équivalent de Slack, qui se développent beaucoup dans le milieu de la formation et de l'éducation, et je trouve que c'est un bon signe et c'est une bonne façon en fait d'aller pas communiquer, mais en tout cas montrer que ça permet d'échanger et de manière très facile. C'était un de mes témoignages plutôt perso en fait de cette vulgarisation, on va dire. Et je pense que ça prend particulièrement bien dans notre domaine en fait, dans le SS ou dans l'éducation, dans les domaines comme ça, plus que dans le grand public. Donc après on peut avoir une vue qui est un peu biaisée aussi, mais ça confirme l'écho entre les valeurs qu'on peut avoir. Je trouve qu'on le remarque. Enfin, moi, dans les associations qu'on côtoie, il y en a beaucoup qui connaissent, notamment Framasoft, parce que c'est eux qui ont mieux géré leur com là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on voit moins dans le grand public. Et du coup, il y a peut-être vraiment un rôle pour les associations de diffuser ces pratiques-là. Cascade, on va acculturer les associations pour qu'elles-mêmes puissent acculturer les millions de bénévoles. Voilà. Enfin, on n'était pas sur une soirée de promotion du livre, mais on voit bien que c'est quand même. Il me semble que c'est quand même un sujet effectivement important quand on parle des valeurs que peuvent porter les associations et de l'appropriation des outils. Moi, je reviendrai bien quand même un peu sur la gouvernance, parce que dans le débat mouvant, tout le monde était d'accord pour dire que ça n'affaiblissait pas. Ceci, la question qui se posait quand même, c'était ça n'affaiblit pas forcément en fonction de ce qu'on fait, mais est-ce que ça la renforce ? Est-ce que vraiment le numérique est un outil de renforcement de la gouvernance ? Voilà. Est-ce que vous avez un regard là-dessus, j'imagine, puisque vous accompagnez quand même un certain nombre d'associations ? Moi, je pense que c'est une opportunité qu'on peut saisir ou pas. Et il y a des associations qui vont passer sur des outils collaboratifs et qui vont garder une gouvernance très traditionnelle, très descendante, parce que c'est un outil et on peut en faire plein de choses. Mais je pense qu'il y a une vraie opportunité de repenser la gouvernance de manière plus horizontale, parce qu'on peut faciliter la collaboration à plusieurs, tout simplement. Avant, quand on voulait rédiger un document pour travailler sur un projet à plusieurs, il fallait se rassembler, ça demande que les gens soient disponibles, qu'ils puissent se déplacer. On ne peut pas le faire à 50. Aujourd'hui, avec des outils, pour le coup, là, que ce soit Google Drive, Framapad, des choses comme ça, tous les outils de rédaction collaborative, ça permet d'impliquer plus largement les parties prenantes à des degrés divers. L'idée, c'est pas que chaque bénévole de l'association va contribuer au compte rendu, à la définition du projet, enfin dans les détails, mais le simple fait d'avoir un document de travail sur un projet et de le diffuser après dans un cercle plus large en demandant aux gens est-ce que vous voulez rajouter des choses, est-ce que vous voulez corriger des choses, est-ce que vous avez des avis, et qu'ils puissent le faire directement sur un document en ligne. Même si les gens ne vont pas forcément au début faire beaucoup de modifications parce qu'ils vont être intimidés, rien que le fait qu'on leur demande, ça les pousse à s'intéresser à la question et se dire ah tiens, l'association développe tel ou tel projet et je peux donner un avis dessus, et ça crée une culture en fait de la gouvernance plus partagée. Du coup, moi ça fait rebondir sur la notion, parce que tu parles beaucoup de collaboration, on parle d'outils collaboratifs. Les outils ne collaborent pas. Donc, le souci qu'on a, non mais
On me demande des formations en outils collaboratifs, je dis ça n'existe pas. Il y a des outils qui peuvent permettre de collaborer. Et du coup, on est dans la collaboration outrance, et le problème, c'est que pour collaborer, il faut des compétences collaboratives. Ça peut paraître bizarre, hein, mais il y a du coup toute cette question-là de l'accompagnement, qui est de dire, ça veut dire quoi collaborer dans une association? Ça veut dire quoi partager, s'exprimer, rendre visible. Et le numérique, c'est une accélération de ça. Mais effectivement, tu disais, quelqu'un qui va accepter d'écrire dans un document partagé, ça prend du temps. Donc il faut avoir différents, ce que je vais appeler des lieux d'implication. Il y a effectivement quelqu'un, le fait de voir son nom mal orthographié dans un pad, ça va lui donner envie d'aller le corriger, et du coup il aura mis le pied dedans. Et du coup il va... ça paraît une con, bonne hein. technique. Mais ça qu'on ouais, mais en fait du coup la personne et du coup elle aura mis le pied dedans, elle aura déjà mis le pied dedans une fois. Et ce que peut aussi, là je parlais de compétences collaboratives, mais ce que ça peut amener aussi le numérique, c'est que dans les assos, souvent il y a un tableau en liège, là où on poste un peu ce qui se passe, le quoi de neuf, etc. Et moi je prends l'exemple des petits frères des pauvres, où en fait il y a eu beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui ont changé, pas dans les valeurs, mais dans justement les règles de gouvernance, le rapport entre les salariés et les coordinateurs, et ça a créé beaucoup de soucis. Et en fait, l'idée, c'était de trouver en fait une façon de rendre visible ce tableau de Liège dans un espace numérique. Alors, tout le monde n'y a pas accès, c'est vrai. Moi, j'avais une personne qui a participé au projet. C'est un projet perso à titre de bénévolat, et qui dit, le problème, c'est que j'ai un problème de vue et je ne peux pas être sur écran. Donc, je ne pourrais pas le faire. Par contre, ça m'intéresse de savoir ce que je vais pouvoir partager et de pouvoir contribuer d'une autre manière. Et donc, par des photos, etc. Donc ça permet aussi de travailler sur les lieux d'implication et de rendre visible ce que chacun des parties prenantes, des bénéficiaires, des salariés et des bénévoles, en fait, peut faire. Juste l'outil, c'est ce qu'il y a autour. Juste pour compléter rapidement, je trouve aussi que ce genre d'outil, ça laisse de la place pour des engagements faibles, que par rapport à un engagement traditionnel dans une association où on va vous demander de tenir un stand ou des choses comme ça. L'engagement en ligne peut être très simple à mettre en œuvre avec justement donner un avis sur un document, participer à collecter des informations, rédiger un post Facebook, des choses comme ça. Et il ne faut absolument pas négliger ces engagements faibles parce qu'il y en a un pourcentage non négligeable qui va se transformer en engagement fort et que c'est une vraie porte d'entrée aujourd'hui pour amener des bénévoles dans les structures. C'était un tout petit témoignage aussi pour ce qui vient d'être dit. J'ai dirigé pendant plusieurs années des séminaires sur l'île de la Réunion. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des DOM. C'est vrai que la circulation, c'est pas toujours simple là-bas. Puis il y a des cyclones, des moments où on ne peut pas se déplacer. À partir du moment où, c'est ce que tu disais, c'est important, où ça ne devient pas du tout numérique. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas favorables ou qui ne retrouveront pas leur intérêt. Il faut surtout être vigilant à préserver le tableau en liège et l'affichage dans l'assaut, mais en même temps d'avoir la possibilité pour ceux qui sont éloignés ou autres de pouvoir y contribuer. On s'aperçoit, pour le coup, quand on est habitué à tout ce qui est dynamique de groupe, que ça transforme des choses, des gens qui n'étaient pas très présents dans l'assaut, deviennent très très présents dans l'assaut, parce qu'on s'aperçoit qu'à 2h du mat, ils sont allés modifier le compte-rendu de réunion ou le texte qu'on est en train d'écrire, parce que c'est à cette heure-là qu'ils sont dispo et qu'ils ont le temps et qu'ils ont envie. Il y a des inversions, il y a des gens qui étaient très présents dans les réunions de groupe et qui sont très absents dans la partie numérique, mais ça laisse la place à d'autres. Donc ça, c'est vachement intéressant de faire ce genre de choses. Donc à partir du moment où on prend soin de conserver les deux, ça améliore, à mon sens, la possibilité à chacun de contribuer, de participer. Et puis si un jour, si ce n'est pas déjà fait, si ce que vous introduisez les calendriers partagés, c'est un grand moment à vivre, parce que pour les groupes, il y a de se poser tout un tas de questions sur pourquoi je partage un agenda, qui a le droit de voir quoi, qui a le droit de voir quoi, qui a le droit d'écrire dans quoi. Et du coup, ça pose aussi 2-3 questions de gouvernance qui ne sont pas inintéressantes à traiter dans une asso, dans la
la vie démocratique de l'association. Non mais ça c'est intéressant parce que du coup c'est un des retours, un des grands retours de pas mal d'expériences d'installation de nouvelles solutions pour des associations, c'est effectivement que ça les a obligés, parce que du coup le code c'est un peu bête et du coup il faut formaliser des règles. C'est-à-dire que là où on laissait des zones grises, de l'implicite, des choses qui se réglaient mais sans qu'elles soient forcément dites, typiquement la question de l'accès à l'information, avant il faut dire si les comptes rendus de CA ils sont visibles que par les administrateurs, par tout le monde, mais on est obligé de poser des règles, c'est-à-dire que le code en fait nous impose, en tout cas qu'on se dise collectivement, du coup les règles c'est plutôt intéressant parce qu'au final la question qui se pose c'est bon, d'un point de vue de code c'est pas très compliqué et pas très intéressant, mais c'est plutôt qu'on est obligé de se mettre d'accord sur une convention, là où avant on pouvait laisser un espèce de flou sans jamais se le dire sur le fait que telle information, on voulait pas qu'elle soit accessible ou non. Et juste pour dire du coup quand on a élaboré un peu quand on a préparé cette rencontre, quand on avait mis ce titre un peu accrocheur, donc les pigeons du web, il y a un sujet du coup qu'on n'a pas trop abordé mais qui nous semblait important, sur lequel on avait eu beaucoup de retours au mouvement associatif et du coup Pierre l'a évoqué à demi-mot tout à l'heure, c'est le rapport en fait des associations aux prestataires. C'est-à-dire qu'effectivement les associations stratégiquement ont plutôt fait le choix d'externaliser les compétences sur le web, donc de faire appel à des agences pour faire des sites, etc. Mais en même temps, les associations, vu qu'elles n'ont pas développé la ressource, c'est-à-dire qu'acheter une prestation, c'est un métier. C'est-à-dire que, du coup, quand il y a des gens dans les entreprises en question, quand elles vont acheter des sites, il y a des gens qui comprennent très bien le langage, qui savent le prix des choses, qui peuvent négocier, etc. Et on a eu beaucoup de retours d'expérience d'associations, d'entreprises pas du tout éthiques, qui avaient identifié en fait cette faiblesse et qui, par exemple, trouvaient des solutions pour aller. Alors au départ, le site internet il est très peu cher, il est en dessous des prix du marché. Hop, on se jette dessus avec une communication adaptée. Et puis en fait, les associations découvraient que chaque fois qu'elles allaient vouloir mettre un article, elles allaient devoir passer par l'agence en question et payer. Du coup, voilà, c'est des exemples un peu de ce qui peut être fait. Mais en tout cas, dans les pigeons du web, il y avait aussi cette question-là, c'est le fait de ne pas avoir internalisé, en tout cas de ne pas forcément pour toutes les associations disposer de cette compétence. Ça pose la question de l'équilibre, parce qu'autant on sait acheter d'autres choses, les associations c'est pas le sujet, mais sur ce point-là, on est très dépendant. En tout cas, effectivement, de l'expertise de l'autre, et c'est pas facile de savoir si on a vraiment besoin de cette solution. Et du coup, ça là-dessus, je voulais savoir si, en tout cas, ce que vous en pensiez, par ailleurs, si vous aviez des solutions, des astuces ou des propositions, en tout cas des choses à proposer, parce que des fois, on sait qu'on a besoin d'un site, mais on est incapable de le définir techniquement. Et comment on fait justement pour reprendre un peu de pouvoir dans cette relation avec les prestataires, à défaut de faire le choix de l'internalisation. Et il y avait Denis qui voulait dire. Et juste pour compléter, avant que vous m'avez répondu, effectivement, on a quand même vu la réaction de tous quand on a dit à la question est-ce que le numérique, est-ce que l'équipement numérique est une obligation pour une association, je ne sais plus comment la question a été posée, mais enfin tout le monde disait oui, une association doit disposer d'outils, donc c'est unanime. Donc effectivement, c'est un très beau marché pour les prestataires, parce que ça fait quand même beaucoup d'assauts. En fait, je ne vais pas parler de ça, mais ça m'incite à le faire. Je pense que là, il y a un terrain de discussion très intéressant à mener avec les fondations qui financent vos projets, et notamment vos projets numériques. Ayant accompagné le lancement de la fondation AFNIC, dont le projet d'ailleurs va sortir début mars, je pense qu'une démarche qui consiste à favoriser du partage d'expertise peut être très bien reçue, voire même dans certains cas financée. Mais au-delà du financement, je pense qu'on a des fondations aujourd'hui qui sont des carrefours entre des projets associatifs qui se font financer, qui chacun viennent avec de la demande de ressources. Et là, il y a vraiment matière à croiser des informations, voire parfois mutualiser. Donc ça, je pense que c'est un dialogue qui peut être fructueux avec ce type de structure. Moi, je suis tout à fait d'accord que gérer un prestataire web, c'est un métier, c'est-à-dire que même si on externalise, ça demande d'avoir des compétences en interne, une connaissance du métier du prestataire pour savoir ce qu'il nous propose. Et ça ne concerne pas toutes les associations, mais dans les grosses structures, c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez. Et moi, j'ai travaillé avec une grosse association nationale avec plusieurs dizaines de salariés et personne en interne qui savait faire de la gestion de projet web. Parce que c'est pas vu comme prioritaire, parce qu'on externalise, donc c'est pas un problème. Et du coup, avec un prestataire qui faisait ce qu'il voulait, qui avait imposé ses conditions, parce que, en fait, aussi quand le prestataire est là depuis longtemps, il y a une dépendance qui se crée, une dépendance qui est moindre quand on a du logiciel libre, mais qui se crée, et du coup,
si vous avez un prestataire qui ça se passe bien et qui dit Il est parfait, sympa. voilà, mais des fois il y a effectivement des gens qui en tirent avantage. Et alors j'encourage les grosses structures à budgétiser ce genre de poste en fonction support, ce qui ne se fait pas assez. Et pour les plus petites assos, il y a je fais la pub de WebAssos, qui est une association de professionnels du web qui fait du pro bono pour aider les associations à trouver un prestataire, rédiger un cahier des charges. Ça ne fait pas le projet entièrement à votre place, mais ils font de l'accompagnement. Et c'est gratuit, et ils cherchent constamment des associations à accompagner. WebAssos. Oui. Comme web et association. Tout simplement. WebAssos, on pourrait dire. Du coup, déjà, avant même d'être expert, effectivement, de ce que c'est que le métier de designer, du web, etc., moi, ce que je rencontre dans les associations, voilà, j'ai accompagné une association qui me disait, ouais, de toute façon, moi, j'ai fait un projet de CRM parce que je sais qu'il me faut un CRM. Un CRM, on va dire, un outil pour gérer les adhérents, les bénévoles, enfin, l'ensemble des contacts pour pouvoir mieux les cibler. Je ne vais pas dire Customer Relationship Management parce que c'est ce que ça veut dire, mais en gros, on va dire ça. Et donc, une structure est venue nous voir pour qu'on l'accompagne, pour l'aider à bouger en disant c'est pas un CRM dont tu as besoin, mais c'est déjà de savoir de quoi ont besoin l'ensemble des structures de ton réseau. On n'a pas réussi complètement à le faire bouger. Mais voilà, c'est de se dire c'est quoi juste la méthode pour définir un besoin. C'est pourquoi, c'est pour qui, comment je vais faire, combien de temps. C'est super basique là. Mais rien que quand on arrive dans les associations qui sont dans des projets de transformation numérique et qu'on leur dit est-ce que vous avez répondu à toutes ces questions, la plupart du temps en fait, c'est pas le cas. Donc avant d'aller voir les prestataires, avant de se dire j'ai besoin d'un outil, c'est de travailler sur des questions hyper basiques de diagnostic numérique en fait, et de diagnostic des besoins. Et après on fait ses priorités en fonction de ses besoins, en fonction de ses ressources. Et puis WebAssos aussi, je vais plus souvent. Moi aussi. Mais je vais juste rajouter un tout petit complément, parce que là, on est dans la logique du... Enfin, toutes les associations n'ont pas besoin du site de la mort qui tue, qui va être partout et qui va être machin. Ça peut être aussi un espace... Donc ça ne veut pas dire pourtant qu'il soit moche. Et il peut y avoir... voilà, avoir recours à des prestataires de cet ordre-là, c'est intéressant. Ce qu'on oublie souvent, mais c'est peut-être aussi parce qu'on ne veut pas le savoir, ou qu'en tout cas on n'a pas cette culture-là, c'est que la plupart des logiciels qui sont utilisés maintenant pour fabriquer les sites internet sont des logiciels libres et qu'ils ont été pensés dans une logique de contribution. C'est-à-dire que l'idée c'était je ne sais pas publier, je ne sais pas mettre un site sur internet, etc. Par contre je sais écrire. Ce qu'on appelle le back-office de ce site est fait de telle façon que si je sais écrire, je peux aller écrire le prochain article et publier le prochain article. Et tout à l'heure on parlait de gouvernance, et en plus ça a été pensé avec des logiques de statut. Je peux être administrateur, je peux être modérateur, je peux être juste rédacteur, j'ai le droit d'écrire, mais rien ne sera publié sur le site tant que un groupe de personnes où une personne n'aura pas dit ok ça c'est bon, il n'y a pas de faute, il a fait de l'endroit, etc. C'est conforme au truc. On publie. Ce sont des sites collaboratifs, on peut écrire à plusieurs et on peut faire en sorte que d'autres personnes s'impliquent dans un ABSO. On l'oublie souvent parce que ça paraît très technique, mais ces outils-là sont faits pour ça. Et franchement, voilà, si on sait écrire un texto, on sait publier sur internet, quoi. Enfin, sur un site internet, sans que ça soit moche en plus. Non mais après ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur ces phénomènes d'injonction, quoi. C'est comme il y a beaucoup d'associations qui se sont dit il faut que je sois sur Twitter et sur Facebook, pourquoi faire, je sais pas. Il faut que j'y sois parce que les autres y sont, enfin il y a quelque chose un peu de ce ressort, et c'est comment on arrive à trouver la ressource pour se dire est-ce que c'est vraiment adapté. Puis moi le grand classique c'est effectivement des gens qui investissent dans un site internet avec une ambition un peu magazine, mais qui en fait se sont pas du tout posé la question de leur rythme de publication, de comment ils allaient produire du contenu, et on trouve une barrière l'hyper-effleurance au CNAF, et du coup, non mais c'est ce qui donne, au départ c'était l'idée d'être présent, et du coup ça devient un truc un peu négatif, mais c'est vrai que l'injonction dans le numérique elle est très présente, mais
dans nos usages personnels, tout comme dans nos usages associatifs. Tu m'as complètement piqué sur Pardon, pardon. mais effectivement, sur la question de l'identification des besoins, je ne veux pas être méchant, mais les associations identifient assez mal leurs besoins sur le numérique et elles viennent toutes nous voir en disant il faut qu'on communique mieux sur les réseaux sociaux, alors qu'en creusant, c'est pas le besoin prioritaire, il y a de la stratégie